dit dans les médias pas grand-chose. Et notre invité politique ce matin, c'est Frédéric Valletoux. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire de Fontainebleau, membre d'Agir, président de la Fédération hospitalière de France. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon des journaux du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Ariane. Les journaux régionaux de l'Est de la France, on ne le précise plus. On commence par la crise sanitaire, bien sûr, Frédéric Valletoux. On attend toujours la décision de l'exécutif. Jean Castex a beaucoup consulté hier. Et selon Gabriel Attal, il y a un consensus politique qui se dégage autour du fait qu'il faut des mesures plus restrictives. Est-ce que pour vous, un confinement est désormais inéluctable ? Oui, je pense. Les modalités, on les connaîtra dans quelques jours, mais quand on regarde les chiffres, les indicateurs sanitaires, lorsqu'on regarde la pression sur les hôpitaux, on ne peut pas souhaiter autre chose que des mesures renforcées. Or, des mesures renforcées, ça s'appelle un confinement. On est déjà dans un couvre-feu qui démarre en fin d'après-midi. On peut difficilement aller, au-delà sans aller vers un confinement. Donc, oui, je pense que c'est nécessaire. On a jusqu'à présent tenu parce qu'on a toujours veillé, en tout cas, ça a été ce qu'a souhaité le gouvernement depuis bientôt un an, depuis février-mars dernier, c'était de faire attention à ce que l'hôpital ne soit pas débordé et que la pression soit contenue sur les lignes hospitalières. Là, on voit qu'on est à un niveau qui est très très élevé. On a presque 30 000 patients qui développent des formes graves de Covid à l'hôpital. C'est un niveau très élevé depuis des semaines et on sait qu'il va s'accroître parce que l'épidémie continue. Et on va revenir longuement sur la situation de l'hôpital, mais pour rester sur ce confinement, Fabrice. Justement, on a maintenant un petit peu d'expérience en matière de confinement, hélas. Et vous, d'un point de vue hospitalier, vous avez quand même une idée du confinement le plus adapté en réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est plutôt un confinement dur, avec fermeture des écoles, des commerces, un confinement adapté ? Le confinement le plus adapté, c'est celui qui limite le plus les interactions sociales. Qui fait qu'on se croise le moins possible. Ça veut dire qu'on ferme tout, alors ? Non, mais après, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a à la fois pas dit grand-chose, mais on a quand même posé un principe. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la double casquette de à la fois président de la Fédération hospitalière et de maire. Oui. Donc, vous êtes un petit peu sur tous les aspects. Mais... quel est le bon équilibre pour vous ? Est-ce que vous dites maintenant la seule solution, c'est un confinement dur ? Je pense qu'effectivement, on n'a pas fait tout ça pour rien et que s'il faut passer par quelques semaines d'un confinement qui ressemble plus à celui du printemps qu'à celui du mois d'octobre, alors allons-y. Allons-y de manière très claire. Allons-y parce qu'on est aussi dans une course de vitesse avec les vaccins et on parlera peut-être des difficultés d'approvisionnement des vaccins, mais néanmoins, on est dans cette campagne vaccinale qui nous apporte un espoir. Donc il nous reste quand même, quelques mois à tenir, quelques mois à contenir ce virus, quelques mois pour ne pas se faire déborder. Et bien sûr, dans ma ville, j'ai plus de 500 commerces. Je sais à quel point c'est compliqué pour les commerces, à quel point cette année a été terrible et difficile, que les restaurants n'ont toujours pas réouvert. Et je sais la difficulté économique et je mesure la difficulté aussi psychologique pour certaines personnes. Mais néanmoins, on a réussi pour l'instant, quand on se compare à d'autres, à plutôt contenir l'épidémie et finalement, elle a été moquée à plusieurs reprises. Elle est insatisfaisante. Elle a été insatisfaisante à plusieurs reprises aussi. On l'a pointé, cette stratégie de l'État. On n'a sans doute pas assez isolé les patients malades. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qu'il y a à dire. Mais néanmoins, quand on se compare, elle n'est pas si mauvaise que ça, la stratégie. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle a montré qu'elle s'adaptait. Donc là, je pense qu'effectivement, il faut trouver les moyens de faire en sorte qu'on ne soit pas débordé. On est vraiment sur des chiffres et des perspectives qui sont assez alarmantes sur le front sanitaire. Frédéric Valletoux, vous évoquiez la vaccination. Vous avez espoir que la vaccination telle qu'elle est conçue aujourd'hui, malgré l'arrivée des variants dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, vous pensez réellement que la vaccination sera efficace ? Écoutez, moi je suis pas médecin, je fais confiance dans le corps médical. On lit, on voit des études qui effectivement nous disent, qui viennent d'Israël, qui viennent d'autres pays, qui nous disent que finalement la vaccination, elle a son effet. En Israël, la vaccination telle qu'elle a été faite, elle a permis de faire chuter de 60% le nombre de personnes âgées qui vont à l'hôpital et qui développent des formes graves. Donc on voit bien que, je ne sais pas si ça sera le passage
la solution miracle, le vaccin. Mais c'est une voie de sortie et face à ce virus, je ne vais pas dire qu'on apprend en marchant, mais en tout cas on s'adapte au fur et à mesure, effectivement, de ce que la science nous dit, de ce que les enquêtes épidémiologiques nous révèlent, de ce que l'on apprend au fil du temps de ce virus. Donc oui, je pense que la vaccination, c'est une voie de sortie. On a des difficultés d'approvisionnement. Il faut là aussi sans doute accepter que cette campagne de vaccination s'étale sur plus de semaines ou de mois qu'on ne l'imaginait au départ. Dont dû à quoi? Dû au manque de doses? Dû au manque de doses, dû aux difficultés d'approvisionnement, dû à la tension mondiale, dû au fait que tout le monde cherche des vaccins, tout le monde en veut, tout le monde en achète, que nous on est passé par une voie européenne, qui a sans doute des avantages, mais qui a aussi cette contrainte qu'on est dépendant de contrats et de discussions qui finalement quelque part nous échappent au niveau français, mais au moins on est dans une solidarité européenne, et les malheurs d'approvisionnement que l'on connaît, il fallait passer par là, et les malheurs d'approvisionnement que l'on connaît, tous les pays européens la connaissent aussi, donc... Sauf que ça a des conséquences. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maire et toujours en tant que président de la Fédération hospitalière, vous savez ce qu'il en est? Est-ce que, par exemple, une personne qui veut se faire vacciner pour un premier rendez-vous, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Alors, c'est encore possible à condition d'attendre. C'est-à-dire, c'est encore possible, bien sûr, c'est possible. Mais les prises de rendez-vous ne sont pas bloquées ? Les prises de rendez-vous sont bloquées pour le mois de février. Et fin février, début mars, oui, on va... Donc, pour tout le mois de février, impossible de prendre un premier rendez-vous selon vos infos ? Là, maintenant, en tout cas, chez moi, c'est plus possible. Parce qu'entre les chez vous, deuxièmes... À Fontainebleau. À Fontainebleau, oui, mais c'est dans toute l'île de France ou c'est uniquement à Fontainebleau ? Alors, je n'ai pas la remontée de toute l'île de France. Mais si, aujourd'hui, c'est bloqué parce que entre les premiers rendez-vous qui sont d'ores et déjà calés et les rappels qui ont été calés au moment de du premier vaccin, le mois de février est blindé. Donc c'est vrai que les difficultés d'approvisionnement font qu'on constatera qu'en février, très peu de premières vaccinations ont pu être faites et que finalement février sera surtout des semaines pendant lesquelles on vaccinera en deuxième dose. Donc c'est insatisfaisant de ce point de vue-là, très clairement, surtout qu'en plus, ça y est, tous les maires on s'y est mis, tous les maires, il y a plein de centres, il y a 1200 centres qui ont ouvert en France, ils fonctionnent tous, la médecine libérale s'est mobilisée, les infirmières, médecins libéraux, généralistes sont là pour faire tourner les centres, avec les hôpitaux tout près, parce qu'un tiers de ces centres tournent aussi avec l'appui des hôpitaux. Donc la logistique, elle a enfin démarré. Mais ça veut dire clairement que le gouvernement, qui à un moment nous disait on va ouvrir la vaccination pour les personnes de plus de 65 ans au mois de février, ça on n'y compte pas. Le mois de février, ça sera toujours réservé aux plus de 75 ans. Non, le mois de février, ce sera les plus de 75 ans. Je ne vois pas comment, avant fin mars, on peut imaginer... Fin mars pour vous, l'ouverture aux plus de 65 ans ? Sauf à ce que miraculeusement, tout d'un coup, il pleuve des doses de vaccins sur la France, mais j'y crois pas trop, ou qu'en tout cas qu'il y ait des approvisionnements plus importants. Mais je pense que raisonnablement, oui, les plus de 65 ans, il faudra viser fin mars. Donc c'est une raison supplémentaire pour vous d'aller vers un confinement plus strict? Oui, c'est une raison, pour revenir à votre question initiale, oui, effectivement, c'est une raison qui doit nous conduire à aller vers un confinement plus strict. Après, il y a des questions qui sont très difficiles, très délicates, sur lesquelles moi je me garderais bien de me prononcer. Je ne suis pas un spécialiste vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des écoles. Est-ce que c'est pour tous les territoires? Est-ce qu'il faut graduer aussi selon l'intensité dans certains territoires? Bon, je mesure réellement la difficulté pour le gouvernement d'arriver à poser des règles là où effectivement il y a des enjeux derrière qu'on maîtrise mieux maintenant, notamment les retombées économiques, psychologiques, les retombées pour les enfants. Au mois de mars, on était dans l'inconnu et la sidération. On y est allé et on a respecté tous et tout le monde partageait cette nécessité de confinement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. On va parler de la situation des hôpitaux, mais d'abord les maires qu'on a entendu, les maires et les élus locaux d'ailleurs plus généralement, qu'on a entendu dire on n'est pas assez écoutés, on n'est pas assez associés. Jean Castex a reçu hier les présidents d'associations d'élus. Est-ce que vous dites, là on est quand même plus entendu, est-ce que ça se passe mieux à ce niveau-là ? Il était temps. Alors, il y a toujours eu des visios avec les associations d'élus. Mais disons qu'on nous informait. On disait, voilà, ça va se passer comme ça. Là, j'ai l'impression que je n'étais pas hier dans le dialogue qu'il y a eu, mais des retours que j'ai... C'était plus que de la simple information. Ça a été ouvert, il y a eu une vraie discussion. Est-ce qu'elle va peser sur les choses? Est-ce que l'avis des uns et des autres va peser sur les décisions in fine qui vont être prises? Ça, on le saura dans quelques jours. Mais néanmoins, ça n'a pas été...
la litanie des décisions qui allaient arriver, ça a été plutôt une discussion. Et ça, c'est donc plutôt positif. Je pense que, dans les choses qu'il faut garder des réussites de ce qu'on vit de cette épidémie, il y a quand même la formidable capacité de mobilisation, de réaction des maires. On l'a vu à l'époque des masques, on l'a vu à l'époque des tests, au moment des tests, on a vu tout ce qui a été fait par les collectivités locales. On le voit aujourd'hui avec cette capacité en quelques jours, puisque chez moi, mais pour les 1200 centres qui ont ouvert, ça s'est passé en quelques jours. Jusqu'à Noël, on nous a dit surtout pas de vaccinodrome. C'est pas la stratégie qu'on souhaite. Et puis entre Noël et Jour de l'An, on a dit finalement on va ouvrir des centres de ville. Alors on les a pas appelés vaccinodrome pour pas avoir l'air de changer de pied complètement. Mais enfin, on nous a quand même demandé d'ouvrir des gymnases et des salles municipales pour. Bon, dont acte, on l'a fait. En 10 jours, c'était prêt. On a su mobiliser les forces médicales de nos villes pour être partie prenante de l'aventure. On s'est appuyé sur les hôpitaux là où il y en avait et finalement aujourd'hui ça tourne. Donc les maires, c'est vraiment un élément qui est à ne pas négliger. Il l'a été pendant des mois et des mois lors de la première phase de l'épidémie. Bon, aujourd'hui je pense qu'ils ont montré qu'ils étaient incontournables. Jean Castex, que vous connaissez depuis longtemps, vous êtes issu de la même famille politique. Oui. C'est l'homme de la situation. En tout cas, je crois qu'il agit avec pragmatisme, il agit en connaissant bien le monde de la santé, qu'il agit en connaissant bien les territoires. Voilà, je pense qu'il faut faire preuve faut lui reconnaître une humilité, une envie d'avancer en écoutant les uns les autres. L'homme de la situation, je pense que voilà, clairement, il n'y a pas d'homme de la situation particulièrement. C'est une capacité à écouter, à fédérer, et surtout à faire de la pédagogie. Bon, je pense qu'on a eu 2 premiers ministres successifs. Édouard Philippe avait ces qualités-là aussi. Il était maire, il était pédagogue. On retrouve ces qualités-là chez Jean Castex. On va parler de la situation des hôpitaux. Vous nous disiez tout à l'heure, les chiffres sont alarmants. De quels chiffres précis vous disposez, vous pouvez nous donner ce matin ? Les chiffres, c'est les chiffres que l'on connaît. Je veux en donner qu'un. C'est les près de 30 000 patients Covid qui sont aujourd'hui à l'hôpital. Je rappelle que quand on a confiné au mois de mars, mi-mars, il y avait un peu plus de 3 000 patients Covid à l'hôpital. Alors certes, il y avait des projections qui montraient que si on faisait rien, c'était pas 3 000, mais c'était 10 fois, peut-être 15 fois plus qui allait arriver. Et on a agi. Aujourd'hui, on a des scénarios qui peuvent nous emmener assez loin et assez haut, mais on part d'une base. Qu'est-ce qu'ils donnent vos scénarios aujourd'hui C'est pas mes scénarios, c'est les scénarios. Les scénarios dont vous disposez, c'est un pic à quelle semaine, quelle échéance ? Je veux pas donner de chiffres parce que les scénarios, et notamment l'Institut Pasteur, est très prudent. Et dans les scénarios que l'on lit, il y a toujours 3 hypothèses, et il se garde bien de dire avec certitude, on va vers là. Mais on voit quand même qu'on a une tendance qui, quoi qu'il arrive sur ces 3 hypothèses qui sont décrites, sont quand même des hypothèses qui vont amener forcément plus de gens à l'hôpital. Les variants, il y a une enquête flash qui a démarré hier, on aura les premiers résultats ce week-end. Donc on ne sait pas pour l'instant ce que représentent les variants dans le nombre de patients. On a un chiffre qui est sorti il y a quelques jours qui dit que 10% des nouveaux cas en Ile-de-France sont des cas du variant anglais. Est-ce que sur tous les territoires de France, on est sur la même proportion, ce qui serait énorme. On le saura ce week-end ou lundi lorsque cette enquête flash, qui porte quand même sur 200 000 analyses qui ont été faites, va nous permettre de révéler la situation. On sait aussi simplement que de manière mécanique, à partir du moment où plus de personnes vont être touchées par le virus dans les semaines qui viennent, du fait de ces variants qui sont plus contagieux, on aura mécaniquement plus de monde à l'hôpital. Il faut regarder le poids global, le volume global plutôt de ces patients sur l'hôpital. Parce que quand on regarde simplement le chiffre des réanimations, effectivement, on pourrait dire, bah oui, on est à la moitié des lits de réanimation qu'on a habituellement. On a 56%, voilà, je crois, 56%. de réanimation. Mais effectivement, toutes les réanimations Covid ne sont pas toutes les réanimations. C'est-à-dire, on a le chiffre des réanimations Covid. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'un patient qui développe des symptômes aigus, on ne le met pas forcément en réanimation. On a la prise en charge. Il y a des gens en réanimation qui n'ont pas forcément le Covid. Aujourd'hui, c'est quoi le vrai taux de saturation des réanimations ? Le vrai taux de saturation des réanimations, on a montré qu'on était capable, les hôpitaux étaient capables d'ouvrir des lits de réanimation assez rapidement à partir du moment où ils en avaient besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la moitié à peu près des lits de réanimation, un peu plus de la moitié, sont occupés par des patients Covid. Bon, c'est mieux que... On a combien de lits de réanimation aujourd'hui ? Pour être clair, Olivier Véran avait promis plus de lits de réanimation que pendant la première vague. Est-ce que la promesse a été tenue ? Combien on a de lits aujourd'hui ? Alors, on a aujourd'hui un peu plus de 5 000
lits de réanimation. On a une capacité, et c'est la même chose qu'il y a un an, avant l'épidémie. Mais pas plus, pas moins. Enfin, pas plus. On peut en ouvrir plus. Après, la question, c'est de manière pérenne, on a toujours 5000 lits de réanimation. S'il y a des besoins demain, si par malheur, on a besoin d'en ouvrir 3 4 000 en plus, on a montré qu'on l'avait fait en mars-avril, on le refera dans les semaines qui viennent. Après, la question, c'est que ces lits-là supplémentaires n'ont pas été pérennisés pour une raison simple, c'est que ces lits supplémentaires de réanimation, ils tournent avec du personnel qu'on affecte à ces services de réanimation, mais qui ne sont pas des personnels de réanimation. Dans l'urgence, je ne vais pas parler de médecine de guerre, mais dans l'urgence, vous prenez des personnels ici ou là, vous expliquez en quelques jours comment fonctionne un respirateur artificiel, et puis vous balancez les gens, entre guillemets, vous affectez les gens à des services de réanimation. Donc, effectivement, mais c'est pas des organisations, effectivement ça peut marcher, mais c'est pas des organisations durables. Ça veut dire, Frédéric Valtou, si je vous suis, on a plus de moyens matériels, mais pas plus de moyens humains aujourd'hui. Par rapport au premier confinement, au premier pic. Mais la réalité de l'hôpital, c'est le fait qu'effectivement, on manque de personnel. On en manquait avant la crise. Et on en manque toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que d'abord parce qu'on ne crée pas des médecins, des infirmiers comme ça en quelques mois, et donc il n'y a pas de génération spontanée qui arrive, mais surtout ça reste la grande faiblesse. Alors les accords de Ségur ont rendu plus attractives les professions, les rémunérations à l'hôpital, mais le temps que cela se fasse son effet, que les jeunes générations aient envie de s'investir plus dans ces métiers, qu'on forme, etc., qu'on relance un peu l'attractivité des métiers, il va se passer quelques années. Donc dans l'urgence, on peut faire face à un pic parce qu'on déprogramme, on vide certains secteurs et on affecte des spécialités, d'autres spécialités à la prise en charge de patients Covid. Mais l'hôpital peut pas fonctionner comme ça. Il y a beaucoup de déprogrammation aujourd'hui ? Peut pas fonctionner comme ça durablement. Alors il y en a eu moins en octobre qu'il y en a eu au printemps. Il y en a eu énormément au printemps, mais parce que je redis au printemps, on était dans la sidération d'un nouveau virus, donc on s'est tous mobilisés, tous les hospitaliers, tous les hôpitaux de France, même ceux à la rigueur qui étaient moins touchés par le virus et qui finalement ont attendu des patients qui ne sont jamais venus, tant mieux, mais s'étaient mobilisés, prêts à recevoir et avaient vidé effectivement les plannings hospitaliers, ce qui fait qu'on a énormément déprogrammé. On l'a moins fait en octobre-novembre, tant mieux. Et en ce moment on commence à déprogrammer. On recommence à déprogrammer. Je vais vous donner un seul exemple. Mon hôpital à Fontainebleau, on a aujourd'hui 132 patients Covid pris en charge à l'hôpital. Au plus fort de l'épidémie au mois d'avril, on était monté à 96. Donc vous voyez, alors on a moins de réanimation, on a à peine 10 de ces patients qui sont en réanimation, là où on est monté jusqu'à une trentaine. Donc on voit bien que la prise en charge a changé de nature. On met moins les gens en réanimation, tant mieux, parce que c'est quand même un peu dur d'être en réanimation. Enfin, je veux dire, on met souvent en coma. Enfin, bon, c'est une technique très, très invasive et qui peut laisser des séquelles. Mais la pression sur les lignes hospitalières, elle est plus forte aujourd'hui, en tout cas dans mon hôpital, qu'elle l'était au mois d'avril, parce qu'il y a beaucoup plus de patients qu'il y en avait au mois d'avril. Donc ça veut dire, pour laisser 132 lits, on n'a pas de service Covid à l'hôpital. Hein, donc ça veut dire qu'on les prend ailleurs, on les prend sur d'autres services, qu'on déprogramme et qu'on vide d'autres services. Donc à des gens qui ont des opérations moins urgentes, on leur dit revenez dans quelques semaines, dans quelques mois. Ça peut poser un problème de santé publique. Aussi, parce qu'on parle évidemment des patients Covid, mais on imagine qu'il y a du personnel aussi qui est atteint par le Covid, du personnel soignant. Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui ne peuvent tourner parce qu'il y a un trop grand nombre de personnel soignant qui est atteint par le Covid ? Et est-ce que ces gens-là, on leur demande de venir travailler parce que sinon il y a une trop grande pénurie de personnel ? Ça a été le cas déjà au printemps et c'est toujours le cas. C'est-à-dire effectivement, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Des patients, des personnels Covid, des agents touchés par la maladie qui ne développent pas de forme grave, on peut être amené à leur demander effectivement de continuer à travailler. Ils sont de toute façon protégés, ils sont de toute façon... je pense que ce sont aussi des professionnels de l'hygiène, de la protection, ils sont formés pour ça. Mais effectivement, il y a des hôpitaux, on l'a vu à Dieppe, on l'a vu à Compiègne, on le voit parfois dans certains EHPAD, où vous avez des mini-clusters et vous avez des dizaines d'agents qui, tout d'un coup, sont touchés. Alors, on n'a pas d'hôpital qui ferme, et on n'aura jamais d'hôpital qui ferme. On a des hôpitaux qui fonctionnent en rappelant les gens, en bousculant les calendriers de vacances, en faisant bosser les gens beaucoup plus qu'ils ne devraient sans doute. Mais à un moment, nécessité fait loi, il faut faire face. Et la réalité plutôt, c'est que ça fonctionne comme ça depuis le printemps. La dernière fois que je suis allé dans les services de mon hôpital, j'ai croisé une soignante, c'était juste au lendemain du 1er janvier, elle était contente parce qu'elle partait le lendemain matin en vacances, elle avait annulé ses vacances
vacances de Pâques, elle avait annulé ses vacances d'été, elle avait pris juste un grand week-end, elle avait annulé ses vacances de la Toussaint, et entre Noël et le jour de l'an, comme il y a beaucoup d'activités, elle n'avait pas pris de vacances, elle partait une semaine chez elle, parce qu'en janvier, il n'y avait pas tellement de destinations lointaines, en vacances. Mais voyez, donc... Et est-ce que cette dame est satisfaite de la progression salariale qui lui a été proposée Bien sûr, c'est un vrai plus. Il faut reconnaître à ce gouvernement d'avoir, effectivement, sur le volet des rémunérations, fait un vrai effort. 8 milliards d'euros, 7 milliards pour l'hôpital, ça n'est pas rien. Donc il y a eu effectivement un vrai geste sur les rémunérations. Il y a eu aussi un vrai geste qui est moins visible sur le déroulement des carrières. On est dans la fonction publique, il y a des grilles voilà, pour avancer sa carrière, des grilles statutaires. Il y a eu des choses qui ont été faites qui, effectivement, améliore la progression des carrières. Donc il y a eu de ce point de vue-là un vrai geste. Maintenant, ça c'est la colonne des plus. La colonne des moins, puisque vous évoquez les accords du Ségur, c'est qu'on n'a pas du tout touché à ce qui était pourtant une promesse du président de la République, c'est-à-dire le fonctionnement du système de santé, la bureaucratisation extrême de ce système de santé. Voilà, et que ça reste un sujet qui doit être et qui sera examiné un jour. Merci beaucoup. Merci Frédéric Valletoux d'être venu nous voir et de nous avoir éclairé sur la situation des hôpitaux aujourd'hui. Merci. Je rappelle que vous êtes maire de Fontainebleau, président de la Fédération hospitalière de France. Fabrice, avant de se quitter, on regarde la une du Dauphiné libéré. Et ce sont ces 2 femmes qui ont été tuées hier en Dromardèche. Eh oui, le drame d'une situation, d'une conjoncture aussi, la perte d'un emploi, voilà. Voilà, victime d'une vengeance meurtrière. C'est la question posée à la une du Dauphiné libéré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux.